Arracaille pour une émission consacrée à Séraphine Louis, dite de Saint-Lys, et Camille Bombois, dit d'ailleurs. Voilà. Piquet-Cou va tout de suite passer aux choses dites sérieuses en introduction, en vous parlant d'un collectionneur, celui qui a découvert Séraphine Louis, c'est Willem Oude. Voilà. C'est vrai que nous évoquions il y a quelques semaines les marchands d'art. On parlait de Durand-Ruel, de Kahnweiler, d'Ambroise Vollard. Et puisqu'on a décidé de parler aujourd'hui de Séraphine de Senlis, qui serait probablement restée Séraphine Louis sans sa rencontre avec ce collectionneur, la Willem Oude, voici un rapide portrait de ce découvreur qui a fait aussi d'ailleurs se rencontrer Picasso et Kahnweiler. Donc Willem Oude est né en Prusse orientale, sous Bismarck. Il fait des études de droit, mais il ne se voit pas rester fonctionnaire de province toute sa vie, et la vie en Allemagne l'étouffe. Donc il fuit au sud, à Florence. Et c'est la révélation. Il décide d'étudier l'histoire de l'art. Il commence à écrire des romans et des essais esthétiques. Il arrive à Paris en 1904. Il est accueilli par Erich Klossowski, qui est le père de Balthus. Et là, il dit « La beauté est omniprésente », voilà ce qu'il raconte dans ses mémoires. En fouillant dans le capharnaüm de la boutique du Père Soulier, qui est rue des Martyrs, le Père Soulier qui était un ancien lutteur de foire, un ivrogne, comme on dit, qui faisait commerce d'un tas d'objets, qui revendait aux artistes de vieilles toiles qu'il regrattaient ou qui leur achètent quelques peintures et dessins, voilà, pour les empêcher de mourir de faim, un peu comme faisait le Père Tanguy. Oude acquiert pour 10 francs un tableau d'un inconnu qui est signé P. C'est une femme à sa toilette. C'est ainsi qu'il va rencontrer Picasso au Lapin Agile et qui lui rend visite au bateau Lavoir. Il dégote aussi chez le Père Soulier un paysage de Dufy. Commence ainsi une collection d'œuvres d'artistes encore inconnus, Braque, Picasso, le douanier Rousseau, Séraphine. Et ses seuls guides sont l'admiration et l'instinct. Il ouvre une galerie au 73 rue Notre-Dame des Champs à Montparnasse. Il expose Braque, Dufy, Derain, Auguste Herbin, Jean Metzinger, Sonia Terk et Picasso. Sonia Terk, donc il fera avec elle un mariage blanc pour lui éviter de retourner en Russie et lui qui va lui permettre de cacher son homosexualité. Sonia épousera ensuite Robert Delaunay et donc est maintenant connue sous le nom de Sonia Delaunay. Il fait se rencontrer donc Picasso et Kahnweiler autour des Demoiselles d'Avignon et c'est sa rencontre avec Séraphine que nous détaillerons tout à l'heure. La guerre de 14 le dépouille de sa collection qui est confisquée avec ses 73 œuvres qui vont être bradées à Drouot. Il est allemand, il doit fuir la France, il est donc réserviste en Allemagne mais n'ira pas au front. Il essaie ensuite dans l'Allemagne de Weimar de croire à nouveau en l'espoir, en une régénération de son pays. Donc il lutte pour le pacifisme, il s'engage auprès de certains mouvements de jeunesse. Mais l'Allemagne à nouveau devient invivable, seule la France peut l'accueillir. Donc il y revient en 1924 avec le peintre Helmut Kohl, probablement son amant, et recommence à collectionner ce qu'il appellera, lui, les nouveaux primitifs. Donc c'est Vivin, c'est le douanier Rousseau, c'est Séraphine de Senlis, c'est Beauchamp et Bombois. Et en 1942, il fait une exposition donc de ces primitifs du XXe siècle à Paris, donc en pleine guerre. Et là, après son appartement parisien est pillé par la Gestapo, lui-même parviendra à se cacher, grâce notamment à Jean Cassou, vers la fin de l'occupation, Jean Cassou qui est le directeur du musée d'art moderne. Donc il est homosexuel, il est juif, il est collectionneur d'art dégénéré et allemand, donc c'est beaucoup. Il perd la nationalité allemande suite à la publication de son ouvrage 5 primitifs allemands, sans pour autant que la France lui accorde donc la nationalité française. Donc il est apatride et il ne reviendra à Paris qu'en 1944 pour y mourir en 1947. Voilà, donc nous, quand on est allé au musée de Senlis voir l'exposition sur Séraphine, il y a un bouquin qui est écrit par Willem Oude qui s'appelle de Bismarck à Picasso aux éditions du Linteau. Un livre qui coûte 29 €. Oui, qui coûte 29 €. Et qui raconte donc toute cette vie de collectionneur, de militant de l'art, quoi. Oui. Non, mais que, si vous voulez, j'ai été bouleversé par, on va en parler, par le film, justement, consacré à Séraphine.
Séraphine Louis, dite de Senlis, et surtout à l'interprétation, de Séraphine par une actrice extraordinaire qui s'appelle Dominique Yolande Moreau. Yolande Moreau. Et puis le personnage justement de Oudeux là, qui est magnifique. Enfin bon, c'est un film bouleversant. Piquécou vous en reparlera plus tard. Voilà. Se regarde briller dans le miroir glacé de la Seine tranquille. Paris se regarde grandir dans les yeux d'un enfant, dans son premier sourire. Paris regarde s'éveiller ces maisons qui s'allument au matin une à une. Paris se regarde flâner dans le monde inventé par le cœur des poètes. À la ville comme à la Seine, Paris s'habille de poèmes. Paris s'écoute chanter ses merveilles toujours d'une chanson d'amour. Paris, monsieur de la Palisse dirait que chaque année il a 1 an de plus. Paris, quand il se voit poser à cheval sur la Seine, pense qu'il a eu de la veine d'avoir grandi tout doucement autour de Notre-Dame qui lui prête son âme en chantant un jour de gloire. Paris a changé son histoire. Paris qui s'est mis en colère a fait trembler la terre par la voix de Gavroche. Paris qui n'a pas oublié se souvient de tous ceux qui lui ont tout donné. Paris, même s'il a pris du ventre à garder sa jeunesse, il en a à revendre. Paris se retrouve partout et les gens de partout se retrouvent à Paris. Et Paris qui adore les chansons fait chanter tous ses accordéons. C'était Francis Lemarque, Paris se regarde. Voilà. Oui, cette musique de Lemarque, on aime bien Lemarque de toute façon, parce que évidemment, Oudeux adorait la France, Paris, etc., etc., comme cette grande époque de l'art moderne où tous les artistes d'Europe, en tout cas, même des États-Unis, venaient à Paris pour faire leurs écoles. Ouais. C'est voilà. un habitué de Montparnasse, du Café du Dôme. Oui, bien sûr, où il rencontrait évidemment. Voilà, il faudrait bien insister sur le fait qu'il a quand même fait découvrir les Demoiselles d'Avignon à Canneveller, et c'est avec ces Demoiselles d'Avignon Canneveller est devenu célèbre. Hein. Ça aurait pu être Oudeux. Voilà. Et ça, il faut quand même le dire. C'était un découvreur de talent à une époque où vraiment tous ces artistes qu'il découvrait et qu'il aidait à vivre étaient complètement ignorés des collectionneurs, du grand public, etc., etc., etc. Oh, moi je suis commis à Chablis-Bonbois, hein. Alors c'était un bourguignon. Alors on l'a qualifié de peintre naïf. Bon, pourquoi pas. Mais un peintre naïf qui est connu maintenant internationalement et que les collectionneurs d'art aiment bien. Voilà. Ces toiles se vendent toujours très cher. 15 000 euros minimum. Ouais, on ricane 15 000 euros quand on pense que il y a des Kunz. Lui, c'est des millions. Enfin bon. Alors, il a eu une enfance. Dès l'enfance, il a eu envie de peindre. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Comme beaucoup de peintres ou d'artistes, ça se déclare dès l'enfance. 4-5 ans, comme ça. Mais comme il est issu d'un milieu dit très modeste, c'est-à-dire que son père était marinier sur le canal du Midi, mais pas marinier propriétaire, un marinier, voilà, il était employé sur une péniche qu'il occupait tout seul avec sa famille, mais bon, c'est pas le patron, quoi. Voilà, alors il est obligé évidemment de travailler très dur comme tous les enfants de milieu modeste, voilà. D'abord comme valet de ferme, voyons, hein. Puis lutteur dans mon cirque, marin, ouvrier de tunnel au métro de Paris. Voilà, vous voyez les petits boulots quoi que ces gens-là devaient faire pour survivre. Finalement, il obtient un travail de nuit dans une imprimerie de presse. Voilà.
Alors ça lui laisse quelques heures par jour pour sa barbouille. Quoi. Il vit comme ça pendant 7 ans. Voilà. Mais durant cette période difficile, il acquiert quand même un style et une technique bien à lui. Si vous voyez des œuvres de Bois, vous verrez qu'il maîtrise quand même. Voilà. À cette époque, d'ailleurs, personne n'est intéressé par ces tableaux. Vous voyez, c'est pas une époque vraiment. Il y a eu le douanier Rousseau, mais bon. Il est mobilisé comme beaucoup pour la Première Guerre mondiale, mais pas comme beaucoup, par contre, qui sont revenus vivants en tout cas. Il est cité 3 fois pour son courage dans les combats. Ouais, bon. Pour sauver sa peau, c'est mieux. Quand il rentre à la maison, il découvre l'amour de sa vie. Voilà, son épouse, donc chère et tendre, lui a vendu quelques peintures pour quelques francs. Alors évidemment, il est encouragé, mais je le répète souvent ici, à l'occasion de nos blablas sur les artistes, que sans leurs femmes, la plupart du temps, les artistes, ils seraient pas grand-chose, quoi. Ils ont besoin vraiment de leurs compagnes pour les soutenir, surtout moralement, mais souvent aussi matériellement. Voilà. Ouais, toutes ces invisibles dont on parle très peu. Très peu, oui. Très peu, oui. Et pourtant, que ce soit des grands peintres comme Picasso sans une femme, il aurait jamais pu faire ce qu'il a fait. Il avait besoin d'une femme qui l'admire, et surtout qui le supporte, parce qu'il fallait seul faire le mec. Enfin, lui changeait souvent, donc. Ouais, il changeait souvent parce qu'il les épuisait probablement, où il en découvrait. Il avait besoin de ça pour créer, quoi. Il avait besoin, c'était son moteur, voilà. Puis il y en a d'autres, c'était plus calme, mais de Chagall à Buffet, en passant par Dubuffet, en passant par beaucoup de, même si vous voulez, une artiste dont on parle beaucoup en ce moment, qui faisait ces grandes nanas colorées, là. Niki de Saint-Phal. Ouais, elle avait un mec aussi, Tinguely. Elle en avait besoin, comme lui, il avait besoin d'elle. Voilà, c'était 2 artistes. Ouais. Des artistes comme Pollock qui ont des femmes, des femmes artistes qui s'effacent quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors où elles sont pas artistes, elles n'ont pas assez effacé artistiquement, mais quand c'est la femme, un couple d'artistes, c'est souvent la femme qui trinque parce que elle, son mari passe avant elle. Voilà, c'est souvent, voilà, le rôle des femmes dans l'art est absolument majeur, hein. Alors, il revient pourtant à la routine de travailler la nuit et de peindre le jour. Voilà. En 1922, il fait une exposition en plein air à Montmartre. Alors, il y avait un espèce de marché aux croûtes, et il en appelle au jugement des foules. C'est son expression en tout cas. Et l'exposition est un succès. Ses peintures trouvent des acheteurs. Des critiques à ce moment-là et des collectionneurs s'intéressent à lui. Vous voyez, un marché aux croûtes à Montmartre, ça débouche sur ça. Et à 40 ans, le père Bombois atteint enfin son but. Il peut travailler comme artiste à plein temps, artiste à temps complet. Voilà. C'est un bref survol, si vous voulez, de cet artiste quand même maintenant assez connu dans le milieu de l'art, dans le milieu des acheteurs, etc., etc. Mais bon. Il faut absolument que vous ayez le courage de vous bouger les fesses. Non, à Senlis, il y a juste une peinture de lui, mais enfin, il y a plein de. Vous pouvez sur le net voir beaucoup d'œuvres de lui. Ça vaut pas les œuvres qu'on voit en direct, quoi, parce qu'à Senlis, il y a une paire de fesses et 2 jambes de lui, un grand tableau qu'avait acheté justement Oudel, hein, c'est sa collection. Et voilà, mais on verra, parce que c'est qualificatif, je me répète, j'ai déjà dit la dernière fois, mais ces catégories on a une manie en France, c'est de catégoriser, tout est catégorisé, et de les voilà, ils sont tantôt, je vous dis, naïfs, tantôt primitifs. Je crois que c'est le terme qui était le plus intéressant, qu'on doit à Hudel, hors norme, outsider, voilà. Toutes ces choses-là, moi je pense que ce sont des artistes, point, le reste on s'en fout. Hein. Et les blablas des critiques pour essayer de catégoriser tout ça, ça nous intéresse pas vraiment. Voilà. Alors, Camille Bombois, évidemment, il est pas seul, hein, c'est tout un... j'ai un dictionnaire, Piquet-Coul, là aussi, on a un dictionnaire justement des peintres hors normes, c'est énorme, et il a dû encore grossir, parce que le mien il doit avoir 20 ans, je pense que c'est à peu près ça, hein. Mais ça veut dire que il y a des gens, alors bon, Dubuffet lui a fait une collection d'art qualifié d'art des fous, quoi, enfin quelque chose comme ça.
qui est à Lausanne maintenant. Bon, mais tout le monde n'est pas fou. Tous les peintres primitifs, avec tous les qualificatifs qu'on emploie à leur égard, il y a des gens qui sont comme vous et moi, qui aiment la peinture, qui sont des amateurs, mais qui sont des gens, comme on dit, des amateurs, quoi, qui n'ont pas de formation artistique, qui n'ont pas fait les beaux-arts, etc., mais qui se sont pris de passion pour la peinture. Voilà. On peut dire que Séraphine de Senlis était un petit peu à part. Elle a terminé ses jours quand même dans un asile psychiatrique, mais Bombois, non. Vous voyez, Bombois, lui, il a c'était un pépère tranquille, il faisait son petit boulot, puis voilà, il a peint ce qu'il a vécu, en grosso modo. C'est sa vie qu'il a mis en peinture d'une manière particulière, voilà. Donc il faut bien comprendre qu'il y a on peut dire qu'il y a différentes manières de s'exprimer chez ces artistes. Il y a depuis un art qui rappelle un petit peu celui des enfants, jusqu'à un art complètement halluciné comme celui de Séraphine Louis de Senlis. Voilà. D'ailleurs, dans les maîtres primitifs qui a collectionné ou deux, ils avaient tous des métiers à côté. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas personnellement, l'art psychiatrique, je suis pas vraiment accro, parce que je pense qu'il y a probablement que les toubibs, les psys et tout ça qui peuvent les comprendre, qui peuvent y être sensibles, mais par contre l'art hors l'art des gens enfermés, parce que Séraphine Louis, le jour où elle est enfermée, un peu comme Camille Claudel, ce sont des destins parallèles, elle n'a plus jamais peint. Voilà. De tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Ça n'aurait servi strictement à rien. Le public partit quand la lune dehors, à travers les trous de la vieille toile, allumait un ciel tout rempli d'étoiles. Le vieux funambule arrivait alors. Lui qui n'était pas tellement sûr de lui, qui souffrait des reins, qui avait des vertiges, était tout changé, c'était un prodige. Oui, c'était vraiment le jour et la nuit. Plus besoin d'ombrelle ou de balancier, les sauts périlleux devenaient faciles. Il était gracieux, il était agile, comme un demi-dieu sur son fil d'acier. Et ce fut ainsi qu'un enfant le vit, un enfant puni ou un fils de pauvre qui s'était glissé dans l'odeur des fauves et qui le suivait d'un regard ravi. Spectateur fortuit de ce numéro, l'enfant applaudit à tant de merveilles, mais un somnambule, quand on le réveille, comme un funambule, ça tombe de haut. De tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Les gens du voyage sont des gens très bien. C'était le funambule interprété par Jean-Roger Cossimon.
un clin d'œil évidemment au cirque, aux peintures sur le cirque et à la vie au cirque aussi de Camille Bombois. Voilà. Et tout de suite, notre camarade Pachacho va vous parler donc de cette fameuse Séraphine Louis de Senlis. Je pense qu'elle va se régaler. Là, elle a 2 pages de texte en référence. Elle va être intéressante. Ça fait une semaine qu'elle me gave avec ses histoires de Séraphine. Oui, parce que si j'avais pas regardé le film avec Yolande Moreau, tu ne t'y serais pas collé. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. On n'aurait pas pu faire l'émission, en fait. Non, c'est vrai. Voilà. Qui pourrait encore se souvenir de Séraphine Louis, dite Séraphine de Senlis, si effectivement Yolande Moreau n'avait pas en 2008 fait revivre cet artiste habité par la foi, par la Vierge Marie, par la peinture et la folie, et si elle n'avait pas fait redécouvrir son travail. Oui, absolument, elle est magnifique. C'était vraiment une actrice et on est vraiment dans le coup avec elle complètement. On est immergé dans la création de Séraphine. Monsieur qui faisait le difficile. Oui, non. Séraphine, Oui, j'ai des a priori parfois. Merci de m'avoir sorti de l'ornière. Voilà, donc Séraphine, elle naît dans le petit village d'Arcy-sur-Oise en 1864. D'un père horloger, d'une mère domestique de ferme et aussi femme de ménage à l'occasion. Elle devient très tôt orpheline et peu de traces donc de ses premières années de jeunesse. On sait qu'elle va à l'école, que c'est une élève studieuse, qu'elle aime écrire en faisant des pleins et des déliés. C'est une écriture d'ailleurs qu'on retrouvera dans la signature de ses tableaux, une écriture très appliquée. Ce qu'elle aime déjà, c'est se promener dans les champs, parler aux plantes, aux fleurs. Elle va à la messe et elle se nourrit des couleurs des verrières de la cathédrale de Senlis, par exemple. Puis en âge de travailler, elle est placée ici et là, entre Compiègne et Senlis, ou même à Paris, dans des familles bourgeoises, comme femme de chambre ou cuisinière. Mais la vie rurale lui manque. Elle travaille dans une institution de jeunes filles, jetant des coups d'œil à travers l'embrasure d'une porte qui donne sur un cours de dessin. Est-ce que c'est là que va commencer pour elle cette envie de peindre, une envie qui est vite mise à l'écart, car elle sait qu'elle n'a pas d'argent pour s'acheter des toiles et des couleurs. Elle est quand même rebelle et provocante et elle va se réfugier, pour éviter d'avoir une vie trop compliquée, elle va se réfugier derrière les murs du couvent de Senlis. Elle a 18 ans. Donc c'est une jeune femme mélancolique qui vit avec des images, des idéalisations empruntées à des images pieuses, qui sont les cérémonies, les chants religieux. Elle aimerait bien devenir sœur, mais on lui fait comprendre que ce n'est pas pour les gens de sa condition. Elle va rester 20 années dans ce lieu, à travailler dans le potager, à cirer les parquets. Elle est nourrie et logée. Puis, elle doit partir. Elle a des voix qui lui parlent régulièrement, et là, les voix lui ont dit qu'il fallait qu'elle quitte ce lieu. Donc, elle se retrouve dans les rues de Senlis. Elle est prise d'une certaine ivresse, là, d'être sortie de ses murs. Et elle est vêtue comme 20 ans auparavant. Elle a une jupe de sarrau noir, un corsage qui lui remonte jusqu'au cou, un petit chapeau de paille noire et puis plusieurs fichus superposés. Elle trouve du travail un peu partout, mais passe toujours beaucoup de temps dans la nature. Un peu étrange, elle récite des litanies, elle égrène son chapelet, elle parle à sa bonne mère, mais elle sait au fond d'elle-même que de grandes choses vont advenir. Elle attend, puis elle entend son ange lui dire de dessiner, de peindre pour la gloire de Dieu, que c'est le désir de Marie. Et ce sont des fleurs qui apparaissent, des entrelacs de pétales et de feuilles, qui sont peintes sur des planches de bois qu'elle ramasse dans les rues. Mais elle peint aussi sur des potiches, sur des cruches, des cartons, une peinture d'abord un peu timide, puis qui ira crescendo dans l'intensité des motifs et des couleurs. Elle montre son travail à ses employés, qui gentiment la félicitent en lui disant qu'elle peint comme un enfant. Séraphine échange ses peintures contre du pain, du fromage, quelques bouts de viande. Et puis c'est l'hiver, Séraphine trouve un travail chez un Allemand, Wilhelm Uhde, qui vient avec sa sœur passer l'hiver à Senlis. Uhde est amateur et marchand d'art. On sait donc que c'est lui qui a fait découvrir Picasso à Kahnweiler. Et Uhde et Séraphine se croisent, elle arrive le matin, lui part faire sa promenade sur les remparts. Et puis un soir, Uhde est chez des amis, il s'ennuie fermement, et il aperçoit dans un coin une peinture de Séraphine. Ce sont des pommes qu'il compare d'ailleurs à celles de Cézanne, et ces pommes l'enthousiasment immédiatement. Il apprend que l'artiste n'est autre que sa femme de ménage, qui travaille la journée et se donne à la peinture la nuit. Il est séduit. Il l'encourage à peindre, il achète toutes ses toiles,
et décide de subvenir à ses besoins. L'émotion qu'il a ressentie est encore plus forte que celle qu'il avait eue devant le douanier Rousseau. Puis c'est la guerre, 1914, donc Oudeux est allemand, il fuit devant l'arrivée des Allemands, et ses collections, donc comme on le disait tout à l'heure, sont saisies par l'État puis vendues aux enchères. Séraphine, elle peint avec de plus en plus de frénésie. Elle est dans un état comparable aux états d'extase. Elle peint à genoux, elle chante des psaumes, et elle s'arrête épuisée et endormie sur le parquet. Quand la guerre est terminée, Séraphine continue de peindre, donc avec toute la puissance et la force qui lui viennent toujours d'en haut. Oudeux, lui, est en Allemagne. Donc, comme on l'a dit, il milite pour le pacifisme, il fait des conférences sur l'art, et il revient donc en France une dizaine d'années plus tard. Mais là, il n'ose pas revenir tout de suite à Senlis. En fait, il passe ses week-ends à Chantilly, et jusqu'à ce qu'il trouve l'annonce par hasard d'une exposition de peinture d'artistes à Senlis. Donc, il s'y rend. Et là, on le voit qu'il va de salle en salle et en fait, il découvre les peintures de Séraphine. Et Séraphine qu'on avait gentiment laissé exposer pour l'occasion. Et là, la même émotion le submerge. Donc, il achète les toiles de Séraphine. D'ailleurs, c'est la seule qui vendra quelque chose à cette exposition. Et là, Séraphine entre dans quelques années d'une production intense. Elle est plus que jamais habitée par ses voix et elle travaille sur des grands formats qu'elle fait venir de Paris. Donc elle s'enferme dans sa chambre et dans le travail, elle est extatique, elle ne supporte pas d'être dérangée, elle met un petit mot sur sa porte, ne pas déranger, madame ne reçoit pas. Et Oudeux, lui parle des peintres de Montmartre, de Montparnasse. Mais bon, tout ça, ça n'intéresse pas Séraphine. Pour elle, il y a que la peinture qui l'intéresse et la peinture est qu'on parle avec Dieu. Le reste, pas intéressant pour elle. Mais sa santé psychique s'aggrave et au fur et à mesure que son travail est décuplé, son état psychique s'aggrave. Elle devient mégalomane, elle devient dépensière, elle rêve d'une grande maison, puis elle achète des tas d'objets inutiles. Et elle accueille le succès comme allant de soi. Donc Oudeux raconte dans son livre 5 mètres primitifs qu'un trait commun entre elle et le douanier Rousseau, c'est qu'ils ont conscience de la grandeur de leur œuvre, non par vanité humaine, mais par la conscience qu'ils ont d'être en relation avec le divin. Malheureusement, la crise de 29 a des répercussions sur les finances de Willem Oudeux, qui ne peut plus suivre les dépenses de Séraphine. Et là, l'état de Séraphine se détériore, ses symptômes délirants s'accentuent, elle se dit abandonnée, et elle perd aussi confiance en Oudeux. Et elle perd l'envie de peindre, et le 31 janvier 1932, des bruits trop violents lui vrillent les oreilles, elle prépare son baluchon, elle emballe ses plus beaux objets, et elle sort en jurant et marmonnant, puis elle dépose ses objets un peu partout dans les rues de la ville. Donc là, on appelle les gendarmes qui arrivent et qui l'emmènent à l'hôpital de Senlis, duquel elle sera transférée puis internée à l'asile psychiatrique de Clermont-de-Loise. Elle n'en sortira pas, elle ne retouchera plus jamais un pinceau pendant les 10 années de son enfermement. Oudeux s'occupera un petit peu d'elle au début, il payera une pension pour qu'elle bénéficie d'une chambre dans le pensionnat. Donc là, elle aura une chambre particulière. Mais lui, malheureusement, doit aussi se protéger, comme on l'avait précisé, allemand, collectionneur, homosexuel. Donc, quand la Seconde Guerre mondiale est là, il est fragilisé. Donc, Séraphine restera là jusqu'à ce qu'elle meure à 78 ans, en 1942. Elle meurt de faim. Elle est comme les 45 000 malades mentaux qui sont morts de faim pendant la guerre. Et donc, elle est enterrée dans la fosse commune. Et donc je me suis inspirée d'un livre de Alain Vircondelet qui s'appelle Séraphine de la peinture à la folie chez Albin Michel. Et là, il raconte qu'à la fin, il y a un grand dossier sur son état psychiatrique parce qu'il y avait beaucoup de notes qui étaient prises, qu'effectivement, elle traînait après, elle avait des délires, elle mangeait l'herbe dans le pré, elle était à 4 pattes, elle se croyait enceinte de jumeaux qu'elle devait nourrir, elle avait un cancer du sein, enfin c'est vraiment, c'est terrible, quoi. Et quant à sa technique picturale, elle est restée assez secrète. Donc Séraphine peint selon son instinct et elle sait comment mélanger des boues, de la terre, des mousses, des peintures de bâtiments et même du sang. Et elle utilise donc l'essence qu'elle subtilise dans la lampe de la Sainte Vierge. Elle utilise de la laque Répolin. Et ce qu'on voit, c'est que les pigments tiennent encore aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'altération et que les mélanges gardent leur profondeur et leur relief. Voilà. Ajouter aussi peut-être que Séraphine en fait est contemporaine de Camille Claudel et Camille Claudel donc qui meurt dans les mêmes conditions internée quelques mois pas au même endroit mais internée comme Séraphine pendant 30 ans quoi. Oui. Meurt de faim. Meurt de faim, ouais.
Ouais, qu'en fait, avec les restrictions, effectivement, le personnel des hôpitaux psychiatriques donnait moins à manger aux malades qui, eux, en fait, avaient besoin d'être très bien nourris, justement, pour avoir des repères et pouvoir à peu près survivre, quoi. Oui, ils donnaient moins à manger aux malades parce qu'ils prélevaient de la nourriture pour eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, je sais pas, tu veux un petit parler de... Tu pourrais parler du film aussi, non? Ouais, le film, on en a déjà un petit peu parlé. Donc, oui, c'est un très beau film. Donc, c'est un film c'est un film franco-belge de Martin Provost qui est sorti en 2008. Alors, moi, la seule chose qui ne fonctionnait pas, c'est que apparemment Séraphine peignait partout. Donc, dans le film, on voit sa petite chambre, elle est dans les gris bleus, tout est un peu très esthétique. D'après ce que j'ai lu, elle peignait des fleurs partout. Donc, oui. Donc il devait y en avoir plein la chambre. Il devrait y en avoir plein la chambre. Mais c'est un petit peu comparable à Chessac, parce que lui aussi peignait sur des bois de rebut, il peignait sur des vieilles poubelles, des vieux machins cabossés et tout. Un peu comme Séraphine d'ailleurs, hein. Il y avait un petit parallèle là quand même. Alors que lui était pas dans l'état de Séraphine, mais quand même il y avait chez lui une passion aussi, et il fallait qu'il travaille, mais sur n'importe quoi. Il a travaillé des épluchures, il a travaillé sur des rognures, enfin bref, voilà. Il y a quand même quelque chose de similaire entre les deux parcours, en tout cas pour ce qui concerne la technique de peinture ou le matériel ou les supports, voilà. Ouais. En fait, le film, c'est vrai que Yohan Moreau est complètement habité par Séraphine, quoi. On a du mal à faire la différence. Et dans les petits commentaires qu'on avait vus sur le film, en fait, apparemment, chaque acteur de ce film avait appris à faire ce qu'il fallait. Donc, Yohan Moreau a appris à peindre et à faire des faux Séraphines. Oui, elle est capable maintenant de faire des faux de Séraphine, oui. Carrément. Non mais c'est ça, le U2 joue du piano, il joue du piano, c'est un musicien de jazz de toute façon. Alors il joue du piano dans le film, l'acteur, enfin un musicien de jazz joue du piano merveilleusement. Enfin chaque acteur avait un rôle qu'il a vraiment assumé à fond, quoi. Voilà, c'est pour ça que ça fait très authentique comme film. Il y a rien qui est gênant, enfin. Et nous on est allé donc à l'expo Séraphine de Senlis, de l'ombre à la lumière, au musée d'art et d'archéologie de Senlis, qui est dans l'ancien Palais épiscopal, magnifique musée, une entrée qui coûte rien, 3 € et pour les centenaires 2 €. Je me suis présenté comme centenaire, donc j'ai eu une rabais d'1 €. Non mais c'est délirant. Un accueil magnifique avec deux dames là vraiment d'une gentillesse. Ce qu'on peut dire surtout, c'est que dans ce musée, on s'est retrouvé comme Willem Oude devant les peintures de Séraphine. Et qu'on a eu toute cette même émotion, en fait. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment très très surprenant. Il y a une peinture particulièrement où il y a ce petit ruisseau bleu là. Et comment c'est c'est l'arbre de paradis. Ouais, l'arbre de vie ou quelque chose comme ça. Mais alors là, vous voyez, là vous en avez plein la gueule. Et puis je pense que c'est la même intensité que la peinture de Van Gogh, quoi. Il y a des parallèles quand même assez frappants entre la violence de l'un et de l'autre, quoi. Enfin, c'est pas une violence physique, hein, c'est dans les couleurs, voilà, c'est quand même très étonnant de regarder cette peinture. Je pense que de toute façon, rien ne vaut les reproductions, ça le fait pas du tout, hein. Ce qu'il faut, c'est voir les originaux, parce que on est quand même ailleurs avec les originaux qu'avec les reproductions. Les reproductions peuvent vous donner une idée comme ça, voilà, mais quand on a vu les vraies peintures et qu'on met à côté le catalogue de l'expo, je veux dire que même probablement que les meilleurs photographes, les meilleurs imprimeurs, ils arriveront jamais à vous donner l'émotion des originaux, quoi, voilà. Mais déjà, il y a les formats. C'est vrai que moi, avant, j'avais juste vu des petites reproductions. Je me disais, oui, bon. Et là, quand on voit effectivement un tableau qui fait 2 mètres de haut, on est sous le charme, sous le choc. Oui, tout à fait, oui. Oui. Puis le lieu est très beau. En même temps, vous voyez, c'est vraiment une exposition pensée. En même temps, ils en ont pas mis des tonnes. Ils ont essayé d'équilibrer les simèses, vous voyez. Et je vous dis, la lumière, c'est une lumière naturelle, souvent. Vous êtes dans un lieu dédié à l'art, mais un très 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 beau lieu. Il y a aussi, comment dirais-je, il y avait un bon bois, il y avait d'autres
il y avait aussi d'autres. Il y avait Beauchamp, il y avait Vivin. Ouais, Vivin. Et puis il y a le peintre Maison Couture aussi, un peintre du 18e. Et il y a aussi un musée archéologique fantastique. On a vu des espèces de sculptures de tête assez extraordinaires qui devaient être ou des gargouilles, je sais pas. Enfin, c'est des trucs de cathédrale, je crois. Vraiment de l'expressionnisme avant l'heure, hein, sculptés par des anonymes, hein, comme c'était souvent le cas dans les cathédrales, quoi. C'était les tailleurs de pierre qui sculptaient en même temps, qui sculptaient les gargouilles, qui sculptaient toutes ces choses-là, avec un imaginaire extraordinaire, quoi. Il y a quelque chose là. Avec des dents, enfin, des dents qui ressortent, un gros nez, mais il y a vraiment une expression incroyable dans ces sculptures. Puis elles sont grosses, enfin, elles font bien 60 cm de haut. Enfin, et puis des têtes énormes, oui, bien sûr, qui devaient être accrochées sur une cathédrale. La cathédrale d'ailleurs de Senlis est magnifique. C'est une des premières, je crois, cathédrale gothique de France, et elle est d'une richesse architecturale et sculpturale étonnante, quoi. Il y a la sculpture lapidaire, quelque chose de assez fantastique, hein. Et on retrouve, en se baladant, on a voulu voir où habitait Séraphine. Ouais, dans la rue du Puy-Tiphaine, là, qui est derrière le parc du château, là. Ouais. Et là, on a vu évidemment les fenêtres de son logis, et c'est resté dans son jus, hein. On se casse assez les pattes d'ailleurs dans Senlis, parce que tout est pavé, et puis le pavé, bon, c'est des pavés inégaux. Il paraît qu'il y a des chevilles qui se cassent à Senlis. Si vous avez des talons hauts, il faut être un peu nunuche pour se balader dans des rues comme ça avec des talons hauts. C'est si votre talon se coince, là, il y a pas bon, hein. Voilà, mais c'est une ville vraiment étonnante. On est ailleurs, qu'on n'est plus au XXe siècle. Il y a une foule d'hôtels particuliers. Bon, d'accord, c'est pas vraiment notre tasse de thé, mais architecturalement, c'est quand même assez étonnant, quoi. On veut dire, c'est vraiment une ville médiévale qui est restée complètement dans son jus. N'est-ce pas, cher ami? Ouais. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que les peintures de Séraphine qui sont donc dans ce musée, donc c'est une exposition qui est pour fêter le 150e anniversaire donc de sa naissance, et que c'est la sœur de Willem Oude qui a fait don à la ville de Senlis d'une partie de ses toiles. Elle était également peintre, et on parlait de Dina Vierny il y a quelques semaines. Et en fait, Dina Vierny a été très rapidement aussi collectionneuse des œuvres de Séraphine, et elle a prêté quelques œuvres donc pour cette exposition. Et Dina Vierny, d'ailleurs, je lisais que c'est elle aussi qui subvenait aux besoins de la sœur de Oude, en fait, qui était peintre, qui avait plus de quoi vivre, et Dina Vierny lui la faisait vivre. Ouais, parce que la sœur de Oude, avec son frère, si vous voulez, elle a aidé son frère dans les moments difficiles. Elle était toujours là, près de lui, pour le soutenir, pour lui. Voilà. C'était aussi un frère et une sœur qui étaient assez solidaires, dans le succès comme dans la misère, quoi. Voilà. Et elle aimait beaucoup, apparemment, Séraphine, la sœur enfin, en tout cas, dans le film, il y avait une certaine. D'ailleurs, on a très peu il y a très peu de portraits photographiques de Séraphine, et on les doit à la sœur de Oude, quoi, qui a pu parce que de toute façon, Séraphine, se faire photographier, c'était pas son truc, et elle a pu la photographier parce que justement, elle était proche d'elle. Autrement, elle n'aurait jamais pu la photographier, quoi. Et je dois dire que l'actrice qui interprète Séraphine est quand même beaucoup plus agréable à regarder que la vraie Séraphine, qui avait vraiment une tête, enfin, c'est une paysanne, quoi. Donc elle était, vous savez, avec les traits assez rudes, enfin bon, on sentait que c'était pas, alors que l'actrice qui l'interprète est un peu ronde, voilà, et même si elle traduit dans l'esprit, à mon avis, elle traduit bien ce qui habitait Séraphine. Bon, elle a quand même une comment dirais-je, une beauté qui est quand même plus attirante que celle de Séraphine, qui était beaucoup plus ingrate, quoi. Voilà. Et je me disais, ce qu'on a oublié de préciser quand même, c'est l'admiration qu'on a pu avoir, enfin pour Oude, quand on voit le petit tableau sur lequel il craque chez ses amis. Là, c'est un petit tableau sur du bois, il y a quelques pommes.
Et c'est vrai qu'on s'est dit qu'à partir de là, il avait découvert que Séraphine serait une grande peintre. Ça nous a quand même laissé un peu baba, quoi. Ah oui, complètement. Comment parce que d'ailleurs, ces pommes, elles sont au musée de Senlis. Vous pouvez les voir, évidemment, de près. Et bon, j'aurais jamais pu imaginer, si j'avais été à cette époque-là, en découvrant ces pommes, j'aurais probablement fait burk, quoi, quelque chose comme ça. Mais Oudeux, lui, il a vu tout de suite, là, il a tout de suite senti la puissance qu'il y avait derrière, quoi, ou qu'il y avait dedans. Je veux pas dire exactement, mais voilà, et c'est vrai que c'est un personnage extraordinaire, extraordinaire parce que il a su découvrir, alors qu'il y avait rien qui pouvait, si lui n'avait pas fait cette découverte, comme le disait Piquet-Coug au début de son exposé, jamais Séraphine n'aurait été connue du grand public, quoi. Et elle n'aurait pas fait probablement l'œuvre qu'elle a faite, parce que lui, il l'a aidé, mais il lui a même offert des peintures dont elle s'est jamais servie. Elle voulait pas parce qu'elle avait ses propres recettes de peinture. Et elle voulait pas utiliser les peintures en tube, quoi. C'était pas son truc, ça. Donc, elle les a laissées intactes. Elle s'en est jamais servie. C'est quand même assez extraordinaire aussi, quoi. Je veux dire. Et moi, j'avoue que sans Oudeux, le portrait de Séraphine serait moins intéressant à faire, quoi, parce que lui, il est vraiment présent, là. C'est quand même quelqu'un qui a découvert les Demoiselles d'Avignon, quoi. C'est lui le découvreur de Picasso, en fait. C'est pas Canneveller, hein, c'est lui. Parce qu'il achète pour 10 francs le premier Picasso. Picasso qui est signé P, là. Ouais, voilà, tout à fait. Non, c'est un personnage. Et puis on sent il est habité, quoi. On sent, il donne tout. Enfin, tout de lui-même, en tout cas, parce que bon, à un moment, il peut plus suivre les frasques financières de Séraphine. Il faut dire qu'elle y allait fort, hein. C'était des milliers de francs à cette époque-là, voilà. Et bon, quand il y a eu la crise de 29, des gens comme Oudeux, ils étaient sur quasiment en faillite, quoi, voilà. Et c'est peut-être ça aussi qui a précipité la fin de Séraphine, parce que son rêve se brisait, quoi, voilà. Et elle a dû affronter la réalité, et elle s'est trompée. Elle pensait qu'Oudeux ne l'aimait plus, que son art ne l'intéressait. C'est pas du tout ça, lui. Il l'aimait toujours autant, mais il avait plus les moyens de l'aimer, si on peut dire, quoi, voilà. En lui prouvant, en lui achetant, etc., voilà. Et ça, c'est terrible, d'une certaine manière, pour elle. Mais tôt ou tard, probablement qu'elle serait quand même devenue ce qu'elle est devenue, et que tôt ou tard, elle aurait fini probablement aussi dans un asile psychiatrique, puisqu'elle était épuisée aussi complètement. Elle avait tellement donné, le jour, la nuit, etc. Elle s'était complètement donnée à cet art, et comme je vous disais dans la citation du début, la citation de Baudelaire, vous voyez, l'étude du beau est un duel où l'artiste crie de frayeur avant d'être vaincu. Et là, on le voit bien, quel cri de frayeur. Voilà, et puis qu'elle est vaincue à la fin. Oudeux n'en est pas vraiment responsable, en fait, c'est ça. Elle s'est brûlée, quoi. Sa passion l'a complètement calcinée. Ouais. Alors si on veut donc aller un petit peu plus loin, donc moi le livre donc que j'ai lu pour illustrer un peu la vie de Séraphine, donc c'est un livre donc je disais d'Alain Vircondelay qui s'appelle Séraphine de la peinture à la folie chez Albin Michel. Mais au musée de Senlis, ils vendent un autre ouvrage qui est de Françoise Cloarec qui s'appelle La vie rêvée de Séraphine de Senlis. Et donc il y a aussi ce livre sur Oudeux qui s'appelle De Bismarck à Picasso aux éditions du Linteau. Voilà. Et on peut conseiller une journée pour nos auditeurs. Nous on est allés en voiture, c'est 40 km, c'est 3/4 d'heure. Sinon il y a un train qui part de Gare du Nord qui va à Senlis, ça peut prendre 1 heure. Il y a des trains, ça dépend des horaires, mais entre toutes les demi-heures et toutes les heures. Et après donc on peut visiter ce musée, on peut se promener dans les rues de Senlis. Enfin c'est vraiment une belle journée, quoi. Et si on est en voiture, il y a de magnifiques forêts aux alentours. Il y a au nord de Senlis, il y a la forêt d'Alatte, et au sud de Senlis, il y a la forêt d'Ermenonville et la forêt de Chantilly. Ouais. Et je peux vous dire que j'ai vu là dans la forêt, c'était quelle forêt nous? Nous on est allés à Ermenonville. Ermenonville, j'ai vu un sous-bois mais extraordinaire. Il y avait, l'après-midi finissait, et il y avait c'était un sous-bois de pins très 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 haut, très très grand, un tru. C'était des troncs, quoi, avec une petite touffe en haut, et il y en avait des droits, il y en avait des un peu courbes, etc. C'était une espèce de choses comme ça, de lignes dans le fond d'un vallon,
éclairé par le soleil, par des rayons du soleil un peu qui est un peu à la ramasse, qui commençait en tout cas, et ça éclairait ce sous-bois d'une manière quasiment magique, parce que c'était un peu nimbé de brume, enfin il y avait quelque chose, vous voyez, on était vraiment ailleurs, quoi, presque impossible à saisir en peinture, peut-être en photo, mais en peinture c'était un instant tellement bref où les troncs devenaient orange avec une base grise qui montait peu à peu, prenait la place de l'orange, mais c'était absolument extraordinaire. Son esprit l'a quitté dans les carrelages blancs. Ici la déesse traquée hurle de temps en temps. Là où les dés sont truqués un peu trop souvent. Là où on offre de force des tonnes de calmants. Elle a brisé la glace pour ne plus se voir en face. Elle attend 7 ans de malheur en confondant le pire, en oubliant le meilleur perdu dans ses traces. Elle regarde ceux qui l'entourent et se met à sourire. Pauvre fille perdue dans ces vieux drames, assez débile pour habiter mes démons et mon âme. On l'a dit folle pour parler à la mort, mais pour l'instant, elle se tient encore. Elle se bloque toujours sous les échelles. Elle porte la poisse à tous ceux qui la croisent. Pour elle c'est toujours l'île aux merveilles, quand tous les félins sont noirs. Et puis elle entend des sons, elle se dit que c'est la mer. Elle défie du menton les gels et cliniques. Bienvenue dans son état somnifère, où sa survie reste chimique. Alors elle rêve dans le pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle va tenter de se tirer d'ici, ce sera sûrement un jeudi. Tout est trop lourd ici et personne ne la croit. Pour l'instant, elle se tient encore. Tout est trop lourd ici et personne ne la croit. Elle commence à perdre son calme. Et vous n'aurez alors plus aucune chance. On verra alors même trembler ses mains quand viendra l'heure de votre sentence. Vous rêverez dans le pavillon des fous. Vous croirez sortir un jour, mais pas du tout. Vous resterez dans le pavillon des fous. Et vous connaîtrez à votre tour ce à quoi elle rêve. Elle rêve dans le pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle va pouvoir enfin se venger de vous. Elle rêve dans le pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle pourra enfin regagner le calme et ne plus être à genoux. C'était Café Bertrand, le pavillon des fous. Voilà, après cette rediffusion sur des peintres naïfs qui vont nous amener à parler la semaine prochaine du douanier Rousseau, les expositions. Donc Caroli Ferenczi, modernité hongroise, c'est au Petit Palais jusqu'au 5 septembre. Giovanni Segantini, je veux voir mes montagnes, au musée Marmottan jusqu'au 16 août. Ada et Otto Fenris au cœur des avant-gardes au musée de Montmartre jusqu'au 13 septembre. L'étoffe des rêves à la Halle Saint-Pierre jusqu'au 31 juillet. La donation du docteur Maurice Girardin au musée d'art moderne jusqu'au 28 juin.
Leonora Carrington au musée du Luxembourg jusqu'au 19 juillet, Lee Miller au musée d'art moderne jusqu'au 2 août, Sylvie Zampolini, dite Zampo, Insectomania jusqu'au 2 novembre au Temple-sur-Lot, Henri Taylor au musée Picasso jusqu'au 6 septembre, Henri Rousseau, l'ambition de la peinture au musée de l'Orangerie jusqu'au 20 juillet. Et j'ai rajouté également les stages proposés par Agnès Dubart. Elle organise des stages cet été et à l'automne. Le culturel de la semaine. Oui, alors j'ai eu la chance de regarder une interview de Marc Chagall, il y a déjà belle burette, parce que, oui, il y a au moins 20 ans, oui, 20 ans, passionnante, et surtout la découverte d'un artiste qui ne se prenait pas pour le pape, pour un grand de la peinture, très modeste, mais alors d'une modestie sincère en plus. Il n'a aucun intérêt, je veux dire, à ce point de sa carrière, à 80 ballets, de raconter des salades. Si vous voulez, c'est l'envers total du monstre Picasso. Voilà. Et qui a eu des débuts déjà, parce qu'il sort d'une famille très pauvre en Russie, et qui, dans un shtetl aussi lui-même, vous savez qu'en Russie, à l'époque où Chagall y vivait, quand il était enfant puis jeune homme, les Juifs n'avaient pas le droit de sortir de certains périmètres, ils n'avaient surtout pas le droit d'aller à Moscou. Voilà, ils pouvaient vivre dans la périphérie, probablement dans les shtetls, mais ils n'avaient pas le droit d'aller à Moscou. Donc c'était déjà un handicap pour un jeune homme qui veut faire des études d'art. Voilà, mais il a réussi quand même par divers. Il a eu une certaine chance en étant jeune homme. Il a rencontré des personnages qui ont cru en lui et il a réussi quand même à fréquenter des académies et à commencer à se faire connaître d'abord comme peintre, d'enseigne, parce que bon, il pouvait pas avoir le titre de peintre, artiste peintre, parce qu'il n'avait pas fait d'académie, etc. Peintre d'enseigne, puis après il a réussi à entrer dans une académie, deuxième académie, et puis voilà, et il a décidé, après la Révolution, où il était engagé comme commissaire, il a eu une position officielle, voilà, dans l'institution artistique. Il a eu, comme on dirait, une école, ou voilà, quelque chose comme ça, oui. Et puis, il a décidé de venir à Paris. Alors, ici, d'abord, il est arrivé à Paris sans une thune, évidemment. Sauf qu'il a eu une petite pension d'un de ces amateurs d'art russes, de environ 100 balles par mois de l'époque, quoi, voilà. Il a rejoint la ruche avec toute la bande de futurs grands peintres modernes, et puis il est retourné en Russie pour se marier avec Bella, l'amour de sa jeunesse, où il est resté quelques années, et il est enfin revenu définitivement en France, où il a fait sa carrière jusqu'à sa mort, avec une interruption due à la guerre et aux nazis, où il a dû fuir aux États-Unis, où il ne s'est jamais vraiment adapté. Il n'a même pas essayé d'apprendre l'anglais, alors qu'il parlait très bien français avec un fort accent russe, mais il parlait très bien français, mais l'anglais, il a refusé il n'a pas eu l'envie de l'apprendre, bien que pendant son exil états-unien, il ait peint quelques chefs-d'œuvre quand même. Voilà. Moi, je ne veux pas vous déblatérer comme ça pendant une plombe, hein. J'arrête maintenant pour vous dire que c'est un documentaire. Ma camarade va mettre dans l'émission pour que vous puissiez aller éventuellement le regarder, l'écouter. Et je vous assure que ça fait un bien immense de rencontrer un très très grand de la peinture, un travailleur acharné qui a fait des centaines de peintures, de dessins, de gravures, etc. pour Vollard, entre autres. Et qui est resté quelqu'un, mais jusqu'à la fin de sa vie, de très humble. Voilà.
Et en même temps, religieusement, si vous voulez, il était juif, donc mais il n'était pas religieux, comment dirais-je, sectaire. Il était très ouvert sur les autres manières d'aimer un Dieu hypothétique. C'est pas tout à fait mon truc, mais enfin bon, pour lui, c'était encore si bien qu'il a représenté souvent des crucifixions du Christ dans ses peintures. Il y a le Christ jaune, le Christ blanc, le Christ rouge, mais d'autres. Il y a souvent un rappel de la crucifixion de Jésus, parce que il considérait que Jésus s'était crucifié, mais pour les Juifs, pas forcément pour les autres. Voilà. C'est parce que Jésus était juif. Ben écoute, ça donne envie. En tout cas, c'est vrai que dans des entretiens comme ça, qui sont un petit peu longs, on perçoit la personnalité des artistes, et ça, c'est important. Quoi. Et je vous dis, ce qui est vraiment marquant, moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup touché, c'est justement ce discours très vrai, humble. Si vous voulez, il a jamais cru que c'était un grand peintre, il a toujours cru qu'il avait beaucoup de chance, mais que presque il méritait d'ailleurs. Voilà. C'est ça, Chagall. Ouais, moi j'ai regardé sur Arte le documentaire sur le douanier Rousseau, mais ça j'en parlerai plus longuement la semaine prochaine quand on évoquera l'exposition au musée de l'Orangerie. En tout cas, c'était une bonne entrée en matière justement pour faire connaissance avec sa personnalité. Voilà. Et sinon, j'ai fait la découverte d'un livre d'une autrice qui s'appelle Michel Pedinelli, que je ne connaissais absolument pas, qui est publié dans les éditions Terre à Terre, l'Aube, Micros, qui se dit éditeur engagé Un monde de liberté. Alors Michel Pedinelli, c'est une femme qui est née à Nice et d'un mélange corse et italien. Et donc elle est montée à la capitale pour devenir journaliste, elle a travaillé une quinzaine d'années et aujourd'hui elle est retournée à Nice et elle se consacre à l'écriture pour écrire des polars. Et en fait c'est ma fille qui m'a offert en cadeau 4 tomes de ses ouvrages. J'ai déjà lu le premier là en quelques jours et c'est assez jubilatoire justement d'avoir cette nouvelle, cette détective. Donc elle m'enseigne une détective Boccanera qui est une femme et qui va se retrouver dans des enquêtes, des histoires possibles. Et c'est du polar parce que ça désigne quand même à tour de bras. Enfin, et cette femme a un franc-parler, il y a de l'humour. Enfin, c'est vraiment une chouette découverte. C'est des livres qui s'assient assez facilement, mais ça fait du bien entre quelques ouvrages qui sont plutôt des essais qui font plus réfléchir. Là, on se lance dans cette histoire et dans ces enquêtes et on est assez empathique avec cette détective. Là aussi. Et sur Radio Lieu. Et sur Radio Choupante, la station de Rapin 100 fois 100 et sans Corbette, l'émission Aracaille va fermer ses volets comme la guinguette. Mais avant de saluer aux amanches traditionnels, Claude et André de la Notion, Claude et William, nos potes de Brest, on n'a pas trop de nouvelles, mais on espère que tout va bien pour eux, et leur chat. Oui, leur chat. Jean-Paul Souvras, un immense peintre qui travaille à coups de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, dans une petite maison de Schnorr, dans une petite rue de Schnorr, pavée, mignon comme tout, voilà, presque une caricature d'une rue du Nord. Voilà. Donc graveur aussi, toute une bande, Thierry Morciot de Bruxelles, un grand de chez grand, et modeste aussi comme Chagall, quoi, voilà, pareil, un genre de personnage d'artiste qui se la joue pas. Enfin, en tout cas, on n'en a pas aperçu qu'il se la jouait, mais peut-être que le soir, en se couchant, il se la joue, on ne sait pas, hein, Thierry. Sophie Villotraix Brageux, une graveuse et peintre versaillaise, qu'on aime beaucoup, sa personnalité, son travail de graveuse. Alice, une très très jeune graveuse, qui se balade un peu partout et qui aujourd'hui a échoué, ou s'est échoué, c'est pas une baleine pourtant, c'est plutôt une ablette, hein, dans Bretagne Sud, voilà, où elle poursuit son travail et peut... Ah non, c'est... Voilà, tu t'en mêles les crayons là. Oui, je m'en mêle les crayons là. Alice, non. Alice est une très jeune graveuse qui se balade, qui bourlingue un peu partout dans le monde. Voilà, dans des résidences d'artistes, graveurs, etc. Le dernier, c'était aux Indes, dont elle est revenue et que ma camarade est impatiente d'interviewer. Paul Viloula, c'est un graveur aussi à peu près de la même génération, peintre aussi.
Agnès Dubart, une graveuse dont on a connu les premiers, qu'on a connu à Lille dans son petit atelier, où elle gravait d'immenses plaques pour en faire des estampes magnifiques sur une grande presse qu'elle utilisait, une presse, je crois, d'une école de gravure, d'une école de beaux-arts de Lille. De Bruxelles. C'est à Bruxelles, je crois qu'elle avait. Agnès, c'est à Bruxelles. À Bruxelles. Ah oui, à Bruxelles, oui, c'est vrai. Juliette Planck, qu'on a connue aussi à Paris, et qui s'est exilée en relégation. Moi, je dis, relégation, c'est pour faire le malin, quoi. À Rochefort-sur-Mer, là où il y a un atelier, où elle reçoit aussi des amateurs qui veulent s'initier à la gravure. Corinne, une tapissière de génie, avec sa pote Anne-Emmanuelle, une plasticienne, illustratrice, graphiste, et Fredo, un aquarelliste, et Sabine. Alors Sabine, c'est vraiment, comme on pourrait dire, le Picasso du coin, quoi, en femme. Elle a une production pléthorique, aussi bien en peinture qu'en sculpture, qu'en gravure. Enfin bon, c'est quelqu'un touche à tout. Un peu, oui, voilà. Colette et Odon. Colette, c'est la compagne d'Odon, et Odon, c'est un artiste plasticien magnifique. Ils ont tous les deux pris leur petit baluchon, et ils sont maintenant sur les routes qui mènent aux grandes prairies vertes du Manitou. Jacqueline et Raymond Imbert, même punition, même motif. Raymond Imbert, le chaînon manquant entre la figuration et l'abstraction. Et sa compagne, Jacqueline, qui faisait des peintures sur verre magnifiques. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, Claudine, une pote à ma camarade Piquet-Cou, qui est pote aussi avec Laurence. Voilà, Laurence, qui est une écrivaine de polar, qui travaillait en binôme avec sa sœur, mais hélas, sa sœur a mis les bouts. Comme Geneviève, comme Odon et Jacqueline, comme Colette et comme Imbert. Je rappelle que Raymond Imbert était pris de Rome à 24 ans, donc c'est pas non plus n'importe qui. Et dont le directeur de la Villa Médicis était Balthus, le grand Balthus, parce que Raymond Imbert était tout petit et Balthus c'était un mec qui faisait près de 2 mètres. Alors bon, voilà, on a une photo, ils sont tous les deux côte à côte à une soirée de vernissage à la Villa Médicis, et c'est assez rigolo à regarder. Dominique Paul Alardouin, une galériste magnifique et une humaniste extraordinaire, aujourd'hui hélas disparue et qu'on a connue et dont on chérit le souvenir. Marie Degnaud de la galerie Kaléidoscope, bien vivante, Marie Degnaud, qui anime cette galerie avec un talent remarquable et qui garnit ses cimaises d'œuvres qui vont en mettre plein la tronche. Antoine Manoury de Padam Swing, un petit trio de musicos totalement inconnu, sauf de ma camarade Piquet-Cou. Florence, qui raconte des histoires sur une radio Omni, des histoires pour les enfants et leurs parents, et comme ancienne institutrice, elle en a sous le capot. Et Anna Sineraska, une peintre polonaise dont on aime beaucoup le travail, qui est en même temps maître de conférences à l'université à Lille. Voilà. Nous, on se finit avec Mélismel, Faut vivre de Boulch. Salut. Salut les copines, salut les copains. Malgré l'écran suet une néance, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui
qui souffle encore, qui parfois encore nous grise. Faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler, qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes. Faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire. Faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant. Faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé. Faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage. Faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit. Faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise. Faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise. Faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir. Faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre. Faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.